Depuis la capitale française, nous vous disons merci de nous avoir choisis ce soir, afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à suivre la grande édition du journal de ce soir et d'abord le sommaire. À la une, des affrontements ont éclaté entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Wazalendo dans des quartiers de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Les combats ont débuté vers 5 h du matin à Kasenga avant de s'étendre aux collines surplombant la ville. On sera dans la ville d'Uvira au début de ce journal. Toujours à la une, un pas décisif est entendu ce vendredi à Washington où Kinshasa et Kigali doivent soumettre un avant-projet d'accord de paix. Cette avancée majeure intervient une semaine après la signature d'une déclaration de principe entre les ministres des Affaires étrangères du Congo et de la République du Rwanda en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre et pour le détail. Installez-vous confortablement et bienvenue. Merci de nous accorder votre état, mesdames, messieurs, afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Bienvenue au développement de ces titres débutants. Ce journal de la province du Sud Kivu. Des rites affrontements ont éclaté entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Wazalendo dans des quartiers dans la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu. Selon des sources locales, les combats ont débuté vers 5 h du matin à Kasenga avant de s'étendre aux collines surplombant la ville. Plus de détails, c'est à suivre dans ces reportages. Deux tirs nourris ont réveillé la ville d'Uvira ce jeudi matin. Les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs ennemis, les Wazalendo, se sont de nouveau affrontés dans deux quartiers de la ville, plongeant la population dans la peur. Les combats ont débuté aux alentours de 5 h du matin à Kasenga, avant de s'étendre aux collines surplombant la ville. Des témoins rapportent avoir entendu des tirs d'armes lourdes et des explosions. La fumée noire s'élevait dans le ciel au-dessus de la ville d'Uvira. Kiza Tiniko, président des jeunes d'Uvira, témoigne. C'était comme une scène de guerre. On entendait des balles siffler, les explosions résonnaient dans le riz. La peur était palpable. Ces affrontements ont provoqué la panique parmi les habitants. De nombreux civils ont fui leurs maisons pour se réfugier dans des endroits plus sûrs. Les écoles et les commerces ont été fermés. La ville d'Uvira, déjà meurtrie par 2 années de conflits, est une nouvelle fois plongée dans le chaos. Ces combats sont liés au contrôle de certaines positions stratégiques dans la ville et ses environs. Les tensions entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo sont vives depuis plusieurs mois. La prise de Bukavu par l'AFC M23 en février dernier a accentué les tensions dans la région. Le calme est revenu dans le centre-ville d'Uvira en fin de matinée. Mais les combats se poursuivent dans les collines. La population est inquiète pour l'avenir. La ville d'Uvira, symbole de l'instabilité dans l'est de la RDC, est une fois de plus au cœur d'un conflit qui ne semble pas prêt de prendre fin. Restons dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, est de retour dans la ville de Bunia depuis ce jeudi 1er mai 2025. Il a été accueilli par une foule immense à l'aéroport Murongo. Le général Luboya Nkashama Johnny a réitéré son message de paix et de cohabitation pacifique entre les communautés ituriennes. Reportage. C'est à bord de l'avion de l'entreprise Mogabaon que le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny et sa suite ont rejoint la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ce jeudi autour de 16h30. Accueilli par la crème militaire de l'Ituri,
La notabilité locale et les habitants, les commandants d'opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni est resté sur ses convictions, celles de développer et pacifier l'Ituri. 2 ans que je ne suis pas rentré à Kinshasa. Je suis rentré faire rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le commandant suprême, vraiment d'ailleurs qui tient et qui a beaucoup tenu à ce que je salue et que je félicite tous les enfants de l'Ituri. Vraiment, il est fier de vous, il est fier de tout le monde pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vous vous imaginez aujourd'hui avec cette insécurité qu'il y a, l'Ituri a résisté et l'Ituri continue à résister à cause de sa population. Donc il a vraiment tenu à vous remercier. Je l'ai vu à plusieurs reprises parce qu'il voulait vraiment se rendre compte et savoir aussi qu'est-ce qu'il faut faire encore pour l'Ituri. Les retours des commandants d'opérations et gouvernants militaires de l'Ituri a réjoui énormément ses compatriotes, témoins de ses actions. Il y a ceux qui ont beaucoup parlé que papa est parti pour dire bon, il ne reviendra plus. Alors, il est revenu. Quel sera votre sort? Parce que vous aviez dit qu'il a fui, même avec ses chiens. Il est parti juste pour un congé de 2 semaines. Le bienfait n'a jamais perdu. On dit souvent que le bienfait n'est jamais perdu. Il faut qu'on reconnaisse aussi ce bienfait. C'est pourquoi nous, les mamans du marché central, sommes venus accueillir notre papa. Vraiment, nous remercions Dieu parce que les gens ont beaucoup parlé. Ils ont dit qu'il est parti pour ne plus revenir. Mais nous, populations, sommes reconnaissantes pour toutes ces réalisations ici à Ituri, plus précisément à Bunia. Ces retours du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni à Ituri a redonné encore espoir aux Ituriens qui témoignent au quotidien les efforts de cet officier général qui imprime à l'esprit et à la lettre la vision du président de la République et commandant suprême des FRDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce vendredi 2 mai 2025, les autorités de l'AFC M23 ont procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route stratégique reliant les localités de Saké, Massissi et Walikale de la province du Nord Kivu. La première phase de ce chantier concerne les tronçons Saké-Massissi. Les travaux débutent immédiatement et s'étendront sur une période de 5 mois à compter du 1er mai 2025. Cette réhabilitation vise à améliorer la mobilité, à renforcer les échanges commerciaux dans la région et à faciliter l'accès aux zones enclavées. Madame Sungali, directrice générale adjointe de l'OIM chargée de la gestion et de la réforme, a lancé un appel à l'action urgente à la communauté internationale face à l'ampleur de déplacements en République démocratique du Congo. Lors de sa visite dans le pays, Madame Lee a constaté la gravité de la situation et a souligné la nécessité d'une réponse collective et immédiate face à la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. La crise humanitaire en République démocratique du Congo atteint des niveaux critiques. Près de 7 millions de personnes sont déplacées, fuyant les conflits, l'instabilité et les catastrophes naturelles. Face à cette situation alarmante, Madame Sungli, directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour la migration, appelle à une action urgente de la communauté. L'ampleur des déplacements massifs en RDC exige une attention mondiale renouvelée et une action coordonnée. Il s'agit d'un moment crucial pour agir en solidarité avec le peuple congolais et contribuer à tracer la voie vers une paix et un relèvement durable, a déclaré Sungli lors de sa visite en RDC. Ces derniers jours, j'ai été témoin de l'extraordinaire résilience des communautés congolaises, mais aussi des besoins urgents qui restent non satisfaits, a ajouté Madame Lee. L'OIM continuera de se tenir aux côtés de la RDC, œuvrant pour accroître l'aide vitale, renforcer les institutions, à investir dans des solutions qui permettent aux communautés de se relever et de prospérer. La situation dans l'Est de la RDC est particulièrement désastreuse. Depuis janvier 2025, plus de 660 000 personnes ont été déplacées à nouveau dans la seule région de Goma. Nombreux d'entre elles n'ont pas accès aux services essentiels, notamment un abri sûr, aux soins de santé et à une protection. Les femmes, les enfants et les personnes handicapées sont parmi les plus durement touchés,
confrontés à des risques accrus dans des sites de déplacement surpeuplés et sous-financés. De lacunes critiques persistent en matière de santé, de protection et d'accès aux soins de base. L'OIM continue d'intensifier ses efforts pour garantir que l'aide vitale parvienne à ceux qui en ont besoin, tout en soutenant les réformes institutionnelles susceptibles de renforcer la résilience à long terme, a conclu Madame Lee. La crise humanitaire en RDC appelle à une action immédiate et coordonnée de la part de la communauté internationale. L'OIM, en première ligne de l'aide humanitaire, appelle à un engagement accru pour soutenir les populations déplacées et contribuer à la reconstruction d'un pays en proie à la violence et à l'instabilité. Un pas décisif est attendu ce vendredi à Washington où Kinshasa et Kigali doivent soumettre un avant-projet d'accord de paix. Cette avancée majeure intervient une semaine après la signature d'une déclaration de principe entre le ministre des Affaires étrangères de deux pays en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. La signature de cet accord de paix représente un espoir de résolution du conflit qui oppose les deux pays depuis plusieurs années. Reportage. Ce vendredi 2 mai 2025, un moment décisif est attendu à Washington. La République démocratique du Congo et le Rwanda doivent soumettre un avant-projet d'accord de paix. Cet événement marque une étape importante dans le processus de résolution du conflit qui oppose les deux pays, une semaine après la signature d'une déclaration de principe par leur ministre des Affaires étrangères en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Il ne s'agit pour l'instant que d'un brio initial qui sera examiné par des experts congolais, rwandais et américains. Ce texte s'inscrit dans la continuité de la déclaration des principes et aborde les points clés convenus: la souveraineté territoriale, la lutte contre les groupes armés, le commerce des minerais, la question des réfugiés, la coopération régionale et les rôles des forces internationales, notamment la MONUSCO. Bien que les ministres des Affaires étrangères ne soient pas présents à Washington pour cette étape, les discussions se poursuivent activement. Les amendements, contre-propositions et compromis sont échangés à distance et aucune signature n'est prévue pour les 2 mai. Une réunion des ministres des Affaires étrangères est programmée vers la 3e semaine de mai à Washington pour finaliser un texte consolidé. La signature officielle de l'accord de paix est prévue en juin à Washington en présence des présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ainsi que du président Donald Trump. D'autres chefs d'État africains pourraient également être présents. En parallèle, des discussions se poursuivent également à Doha entre Kinshasa et l'AFC M23 ainsi qu'entre Kinshasa et Kigali. Ces développements interviennent après une série d'initiatives diplomatiques menées sur différents fronts. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a effectué une mission de 5 jours en Afrique des Grands Lacs, sans toutefois se rendre à Kigali. Les relations entre la Belgique et le Rwanda étant rompues. Bruxelles affirme son soutien aux efforts en cours, tout en appelant à intégrer pleinement les dynamiques congolaises, notamment les dialogues national proposés par les églises. Tiffany Sadler, envoyé spécial du Royaume-Uni pour la région, a également effectué un déplacement cette semaine, affirmant vouloir renforcer l'appui britannique à cette dynamique avec un objectif: la stabilité et la prospérité. Poursuivons ce journal dans la province d'Itanganyika où le tribunal militaire des garnisons de Kalemi a rendu son verdict ce mercredi 30 avril 2025, condamnant plusieurs officiers militaires et policiers pour diverses infractions. Le jugement a été prononcé dans 3 affaires distinctes avec la peine allant de 20 ans de servitude pénale à la prison à perpétuité et à la peine capitale. Plus de détails, c'est à suivre dans cet élément. Le tribunal militaire de garnison de Kalemi a rendu des verdicts lourds mercredi 30 avril, condamnant plusieurs officiers militaires et policiers pour des crimes graves. Meurtre,
Vol à main armée et association de malfaiteurs étaient au cœur des 3 affaires jugées. Le capitaine Douni des FARDC a été condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre. Dans une autre affaire, Mwamba Kato Tosinaï et ses complices ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs, de vol à main armée et de détention illégale d'armes et des munitions de guerre. 2 d'entre eux ont été condamnés à mort, tandis qu'un autre a été condamné à 20 ans de servitude pénale. Les commissaires principaux de la police, Jean-Claude Nyembolumbu, et ses associés ont également été condamnés à la peine capitale pour association de malfaiteurs et vol à main armée. Le colonel Désiré Majunda Mukole, président du tribunal, a appelé la population à faire confiance aux institutions judiciaires du pays. La population du Tanganyika doit avoir confiance en l'État et ses institutions. Elle n'est pas abandonnée. Nous sommes là à ce tribunal, à son service. Chaque fois qu'il y aura des cas à dénoncer, qu'elle n'hésite pas à le faire, nous veillerons à ce que la justice soit rendue, a-t-il déclaré. Le colonel Désiré Majunda Mukole, président du tribunal, a appelé la population à faire confiance aux institutions judiciaires du pays. La population du Tanganyika doit avoir confiance en l'État et ses institutions. Elle n'est pas abandonnée. Nous sommes là et ce tribunal est à son service. Chaque fois qu'il y aura des cas à dénoncer, qu'elle n'hésite pas à le faire, nous veillerons à ce que la justice soit rendue, a-t-il déclaré. Ce verdict intervient dans un contexte de forte criminalité dans la région de Kalemi. La population attend désormais de voir si ces condamnations contribueront à améliorer la sécurité et la confiance dans les institutions judiciaires. Retour difficile pour le déplacé. Après plus de 3 mois d'exil suite à l'offensive de rebelles de l'AFC M23, la population de Pinga située entre Walikale et Massissi commence à regagner la cité. Mais le retour est marqué par un nouveau défi, le paiement d'un jeton de sécurité mensuel. Plus de détails, c'est dans ces reportages. Après plus de 3 mois de déplacement forcé suite à l'offensive des rebelles de l'AFC M23, les habitants de Pinga, à cheval entre les territoires de Walikale et Massissi, regagnent progressivement leur cité. Mais leur retour est loin d'être un soulagement. Ils se heurtent à un nouveau défi, le paiement mensuel d'un jeton de sécurité imposé par les mouvements politico-militaires NDC rénovés. Payer pour espérer vivre en sécurité. C'est le sentiment d'amertume qui domine chez les retournés. Nous venons juste de rentrer, nous n'avons rien. Pourquoi nous faire souffrir doublement après tout ce que nous venons de traverser? S'interroge un habitant de Pinga, visiblement exaspéré. Pourquoi ne pas attendre que la situation se normalise pour reprendre la vente de leurs jetons? Ce comportement des miliciens du NDC rénové risque de décourager d'autres habitants encore en brousse de rejoindre la cité. Des sources coutumières locales confirment que certains retournés préfèrent de retourner en forêt pour échapper à ces tracasseries. Contacté par Actualité.cd, le porte-parole du NDC rénové, Marcel Chekungu, rejette catégoriquement ces accusations. Il les qualifie d'intentions malveillantes visant à tenir l'image du mouvement armé. Ce nouveau problème vient s'ajouter à la liste des difficultés que rencontrent les habitants de Pinga. La cité est en ruine, les infrastructures détruites et les ressources rares. Le retour à la vie normale s'annonce long et difficile. La situation à Pinga illustre la complexité du conflit dans l'est de la RDC. Alors que les combats entre l'armée et les rebelles de l'AFC M23 semblent s'apaiser, d'autres groupes armés continuent de terroriser la population. Direction Kinshasa pour mettre fin à cette édition du journal. De violentes précipitations se sont abattues sur la ville de Kinshasa ce jeudi, entraînant des dégâts matériels considérables dans plusieurs quartiers. À Mongafula, la circulation est paralysée au niveau du croisement Bypass Elengesa où la route a été complètement coupée. Les tronçons Relia Mabanga à Kindele en direction de Kimwenza a également subi d'importants dommages rendant l'accès difficile.
Dans la commune d'Engaliema, l'érosion provoquée par la pluie a emporté plusieurs habitations situées sur l'avenue Lalaou et détruit une partie de la chaussée, isolant temporairement certains riverains. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal de 19h sur Guel Afrique Télévision. Nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité. Nous vous appelons à vous abonner tout en vous fixant un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres informations.